Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et tout à coup, elle entend, derrière ce grand journal déployé, elle entend un gémissement profond, quelque chose qui la glace dans l'instant. Qu'est-ce qui se passe ? Et lui baisse son journal, il est blême, et la sueur lui coule sur le visage, et il gémit, et il montre le journal. « Ah, regarde !» Et elle lit « Mort accidentelle de la fille de M. Victor Hugo ». Oui, à Villequier, sur l'estuaire de la Seine, dans la maison de Vacry, elle et son jeune mari avaient fait du bateau, le canot s'était renversé. Elle avait coulé à pic, et lui avec elle. Et il l'apprenait par le journal. Par le journal, à cette époque, on ne pouvait pas prévenir un homme qui voyageait qu'une catastrophe s'était produite dans sa famille. Par le journal, et l'horreur à l'état pur, et l'homme qui saute dans la diligence avec Juliette, et la diligence qui roule vers Paris, et lui qui sanglote, qui pleure, et qui dit « C'est ma faute, si j'avais été là, elle vivrait ». Mais qu'est-ce qu'il en sait ? On est là, entre les mains de la Providence. Il eût été là qu'elle serait peut-être morte sous ses yeux. Mais c'est normal, c'est logique qu'il le pense. Et Juliette sait ce qu'il pense. Et Juliette sait qu'il se dit que c'est à cause d'elle, c'est à cause de Juliette que je n'étais pas auprès de ma fille. Et Juliette sait que d'un seul coup, tout est remis en question et que peut-être, si elle prononce une seule parole maladroite, c'en est fini d'une relation qui demeure unique. Voici les dernières strophes du poème « À Villequier ». Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mer, je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairé dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire s'il ose murmurer. Je cesse d'accuser, je cesse de maudire, mais laissez-moi pleurer. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant « Sens-tu que je suis là ?» Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes, le soir quand tout se tait, comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes, cet ange m'écoutait. Hélas, vers le passé tournant un œil d'envie, sans que rien ici-bas puisse m'en consoler, je regarde toujours ce moment de ma vie où je l'ai vu ouvrir son aile et s'envoler. Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure, l'instant, pleurs superflu, où je criais l'enfant que j'avais tout à l'heure, quoi donc ? Je ne l'ai plus. Ne vous irritez pas que je sois de la sorte, ô mon Dieu, cette plaie a si longtemps saigné. L'angoisse dans mon âme est toujours la plus forte, et mon cœur est soumis mais n'est pas résigné. Ne vous irritez pas, front que le deuil réclame, mortels sujets aux pleurs, il nous est malaisé de retirer notre âme de ces grandes douleurs. Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur, quand on a vu dans sa vie, un matin, au milieu des ennuis, des peines, des misères, et de l'ombre que fait sur nous, notre destin, apparaître un enfant, tête chère et sacrée, petit être joyeux, si beau, qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée une porte des cieux. Quand on a vu 16 ans de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva, considérez que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va. Alfred de Vigny viendra présenter ses condoléances à Victor Hugo et il trouvera une famille entière, place des Vosges, plongée dans le désespoir. Hugo est là qui pleure avec ses plus jeunes enfants sur les genoux et Adèle caresse inlassablement la longue chevelure de Léopoldine qu'on a coupée. Et on entend Divini des gémissements profonds jusqu'au fond de la nuit. Je suis désolé, c'est vrai que c'est un petit peu difficile quand on se replonge dedans. Ce désespoir, Hugo le portera jusqu'à son dernier jour, et je peux comprendre ça. C'est une plaie qui saignera à son flanc jusqu'à sa mort. Or, quelque temps auparavant, il a rencontré une jeune femme. Elle s'appelait Léonie Billard. Elle était la femme d'un peintre sans trop de talent, François Billard, pas non plus dénué totalement de talent, soyons justes. Elle était malheureuse parce que cet homme était jaloux, et parce qu'il était jaloux, il était brutal. Et il y avait eu entre eux déjà comme une sorte d'intimité de pensée. Cette intimité a augmenté après la mort de Léopoldine,
Et Hugo se promenait avec cette jeune femme qui était fort belle, avec de grands yeux clairs, très fragiles, très frêles, blonde, et il lui montrait Paris. Et vous savez, visiter Paris avec Victor Hugo, ça devait être quand même quelque chose de rare. Et à mesure que les promenades se prolongeaient, elle s'alanguissait un peu plus sur son bras, et le soir est venu où elle est rentrée avec lui. Ce ne fut pas seulement une aventure, c'était plus une passade pour Hugo. Très vite ce fut de l'amour, très vite ce fut de la passion, et elle aussi. Et voyez-vous, ce qui était grave, je pense à Juliette, qui ne sait rien et qui ne saura rien pendant des années, il arrivera quand même à le lui cacher. Ce qui est grave, c'est que Léonie va résumer pour Hugo les deux femmes qu'il a aimées, la jeune vierge Adèle et l'amoureuse experte qu'est Juliette. Elle est tout pour Hugo. Alors évidemment, comme ils sont mariés, l'un comme l'autre, ils en sont réduits à des chambres d'hôtel ou des chambres meublées. Et cette nuit du mois de juillet 1845, ils avaient passé une partie de la nuit ensemble dans une chambre meublée du passage Saint-Roch. Et tout à coup, à l'aube, on frappe à la porte. « Qu'est-ce que ça peut être? Une erreur » dit Hugo à Léonie, qui s'affole. Pas du tout. On entend « Au nom du roi, ouvrez !» C'est le commissaire de police. Hugo va ouvrir, enveloppé dans sa redingote, elle se cache sous les draps. Il est là, le commissaire, avec son écharpe tricolore, là, en face d'eux. C'est le mari qui a porté plainte pour adultère. Et le commissaire vient constater le flagrant délit. La loi de l'époque est terrible, l'adultère est un crime, et une femme convaincue d'adultère, un homme aussi d'ailleurs, doit aller en prison. Et on arrête Léonie, et on la conduit à la prison de Saint-Lazare, malgré les protestations de Hugo, qui se présente en plus, il dit qu'il est pair de France. Eh bien, puisque vous êtes pair de France, monsieur Hugo, dit le commissaire, vous êtes inviolable. Et oui, c'est un peu comme l'immunité parlementaire d'aujourd'hui. À l'époque, on était inviolable. Le mot, avouez-le, est cocasse dans une telle situation. Et Hugo va rentrer chez lui. Il est là, presque une sorte d'automate. La femme qu'il aime, on l'a emmené en prison à cause de lui. Et il est là. Et ses pas le reconduisent jusqu'à son domicile. Il y a longtemps qu'il fait chambre à part avec Adèle. Et pourtant, quand il entre chez lui, alors que le petit jour pointe sur les toits, c'est pas vers sa chambre qu'il se dirige, mais vers celle d'Adèle. Il tombe à genoux près du lit, il enfouit son front dans les draps. Elle se réveille. Elle est affolée, elle crie « Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ?» Et là, il lui dit tout. Et dans l'instant, elle apprend l'existence de cette seconde rivale. Et savez-vous ce qu'elle va faire? Elle dit à Hugo « Va te coucher, repose-toi, je m'occuperai de toi demain. » Et d'après certains témoignages, elle se serait rendue le lendemain à la prison de Saint-Lazare pour rencontrer Léonie et pour faire alliance avec elle. L'intérêt de Hugo avant tout. On peut penser aussi que cette soudaine intimité de la femme, de l'épouse légitime et de cette seconde maîtresse, pour Adèle, ça a un autre sens. C'est quand même un coup direct porté à la première maîtresse, Juliette Drouet, qu'il faut savoir, elle n'a jamais admis, qu'elle n'admettra que beaucoup plus tard. Alors Louis-Philippe est très ennuyé parce que c'est un scandale immense, tous les journaux en parlent. Et Louis-Philippe va convoquer le mari, Monsieur Biard, le peintre, et va lui dire « Monsieur Biard, vous savez que je restaure le palais de Versailles ? » « Oui, sire, c'est une tâche admirable. » D'ailleurs, c'est vrai, une tâche admirable. On peut dire que Versailles a été sauvé par Louis-Philippe. « Oui, je restaure Versailles, monsieur Biard, alors il faudra peindre des fresques à Versailles. Beaucoup de fresques. »« Vous êtes peintre, monsieur Biard ?» Et monsieur Biard commence à sentir quelque chose d'intéressant. « Ça n'a rien à voir, monsieur Biard, mais permettez-moi de vous dire que j'aimerais bien que vous retiriez votre plainte contre votre épouse, madame Biard. » Et monsieur Biard, qui n'était pas tombé de la dernière pluie, a retiré sa plainte. Et il a peint les fresques. Et on a dit dans Paris, voilà des fresques qui vont lui faire oublier les frasques de sa femme. Elle sort de prison puisque la plainte a été retirée, et il se passe quelque chose d'étrange. Madame Hugo, maintenant ils ont un bel appartement, je vous l'ai dit, place des Vosges, qui se visite encore aujourd'hui, évidemment, et elle reçoit des dames de la meilleure société, elle offre des thés. Eh bien, elle va inviter Léonie, et Léonie va devenir le plus bel ornement des salons de Madame Hugo. Avouez que c'est quand même singulier, mais là aussi, on peut comprendre, et on croit comprendre que c'est toujours une offensive contre l'autre, contre Juliette Drouet. Alors ce sont des années assez curieuses que ces années-là. Hugo est devenu mondain. Hugo est un peu perdu par son ascension publique, par ses succès. Il est le familier de Louis-Philippe, on le choisit, il dîne en ville. Et chose étrange, il écrit peu en plus pendant ces années-là. C'est vrai que, à la force du poignet, c'est l'expression qu'il emploie, il a fait des économies, et même tout le monde autour de lui s'en est ressenti. Il est très parcimonieux, Hugo, parce que, justement, il a manqué, il a été très pauvre, et il ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Alors il a réussi à économiser 300 000 francs, ce qui est beaucoup.
Et il peut vivre de ses rentes avec 300 000 francs, ce qui équivaut aujourd'hui à un petit peu moins d'1 million d'euros. De sorte qu'il n'a plus la nécessité de travailler pour vivre. Alors il travaille moins, mais tout de même, il a commencé un nouveau livre. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.